Et si la crise du blocus de Gaza révélait bien plus qu'un simple affrontement militaire? Et si, derrière les images de confrontation, se dissimulait un bouleversement profond, une fracture mondiale sur la légitimité, la morale et l'économie de la guerre? L'interception de la flotte humanitaire Sumod n'a pas seulement été un acte de force. Pour la première fois depuis plus de 16 années, la suprématie israélienne sur les eaux méditerranéennes a vacillé, sous les yeux du monde entier. Ce geste, loin d'être isolé, a réveillé les craintes sourdes de nombreux États. Et si l'ordre établi pouvait être défié publiquement? Et si le mythe d'une domination maritime inébranlable était en train de s'effriter? Revenons sur ce moment clé. Le matin du 27 avril, la flotte Sumod, composée de 5 navires battant pavillon de différents pays européens, s'est approchée des eaux territoriales de Gaza. À son bord, plus de 200 volontaires, médecins, journalistes, militants, syndicalistes, venus de 54 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. Le convoi, filmé en direct par des dizaines de caméras embarquées et par des drones civils, transportait plus de 600 tonnes de matériel médical, de nourriture, d'eau potable et de fournitures scolaires. Quelques heures après l'aube, la marine israélienne intervient. 4 patrouilleurs rapides et 2 frégates encerclent la flotte, ordonnant son arraisonnement. Les images diffusées en temps réel montrent des commandos élitreillés, des volontaires terrorisés, des cris, des échanges tendus en anglais et en arabe. L'opération dure moins de 30 minutes, mais le monde entier est témoin, en direct, de la brutalité de l'interception. Ce n'était plus un débat d'experts, ni une statistique froide. C'était la réalité, brute, qui surgissait et ne pouvait plus être ignorée. On a vu la disproportion des moyens, d'un côté, des civils désarmés, de l'autre, une armada équipée de technologies de pointe, radars, brouilleurs, canons à eau, armes non létales. Sur les visages, la peur et la détermination se mêlaient, et la diversité des volontaires rappelait que la cause de Gaza dépassait les frontières, les religions, les idéologies. Cet épisode rappelle d'autres moments clés de l'histoire. En 2010, la flottille de la Liberté avait tenté de briser le blocus, provoquant la mort de 10 militants turcs et une vague d'indignation internationale. Mais les images n'avaient pas circulé en direct à l'échelle planétaire. En 1960, le massacre de Sharpeville en Afrique du Sud avait aussi, par sa médiatisation, mis à nu l'injustice de l'apartheid, déclenchant une prise de conscience mondiale. Aujourd'hui, la Sumod joue ce même rôle. Rendre visible, à grande échelle, ce que la routine politique voulait rendre invisible. Face à cette provocation, une coalition sans précédent est née. One World, alliance hétéroclite mais déterminée, s'est formée en moins de 48 heures. Elle rassemble plus de 150 associations, des syndicats d'enseignants sud-africains, des collectifs féministes d'Amérique latine, des ONG asiatiques, des réseaux d'artistes et des universitaires du monde entier. Leur message défie les frontières. À l'impunité, nous opposons une unité morale. Leur avertissement est limpide. Si le blocus se poursuit, un navire israélien pourrait être visé en représailles. En un instant, les règles du jeu diplomatique ont changé, les certitudes vacillent. La confrontation déborde le strict cadre militaire. Elle devient un choc moral et idéologique mondial. Les images de la Sumod, la détresse de ses volontaires, la violence de l'interception, tout cela bouleverse les récits officiels et fissure le consentement international. La résistance cesse d'être souterraine. Elle se montre, s'organise, rallie, inspire. Comme lors des printemps arabes, où Facebook et Twitter ont servi de caisse de résonance à la contestation, la mobilisation s'amplifie grâce aux réseaux sociaux. Des hashtags comme Break the Blockade ou Sumod Solidarity dépassent en quelques heures le million de partages. Refuser de voir ce qui se joue aujourd'hui, c'est risquer de devenir complice ou victime d'un système où la morale se dissout dans le profit. C'est laisser la souffrance devenir source de rente et le pouvoir se fortifier dans le secret et la peur. La capacité de chacun à défendre la justice, à démasquer la désinformation et même à protéger ses propres intérêts économiques en dépend. Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut d'abord revenir sur les faits, là où tout a basculé, en pleine Méditerranée. Pourquoi, pendant plus de 16 années,
Le blocus maritime de Gaza a-t-il semblé inébranlable? Est-ce seulement une question de soldats et de bateaux, ou bien le reflet d'un système entier, bâti sur l'habitude et l'impunité, où l'oubli devient complice? Israël a justifié ce blocus au nom de la sécurité, invoquant sans cesse la menace terroriste pour fermer la mer. Soutenu par les grandes puissances occidentales, le blocus s'est installé comme une routine, un bruit de fond accepté, presque effacé par la saturation de l'actualité. Sa violence, son effet corrosif sur la vie quotidienne, se sont dilués dans la répétition, jusqu'à devenir une abstraction lointaine. Mais si l'on regarde de près, le blocus a transformé la vie à Gaza en un interminable état de siège. Imaginez, pour importer du ciment, il faut plusieurs mois d'attente, des permis scrutés à la loupe, des taxes exorbitantes. Les pêcheurs ne peuvent sortir qu'à moins de 6 000 nautiques, alors que la zone de pêche traditionnelle atteignait 20 000 avant 2006. Selon Oxfam et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, plus de 80% de la population dépend de l'aide internationale, tandis que le taux de chômage dépasse 50% chez les jeunes. Dans ce contexte, la normalisation du blocus rappelle les sanctions imposées à l'Irak dans les années 90. Elles étaient présentées comme nécessaires à la sécurité, mais ont provoqué une crise humanitaire majeure, doublée d'une économie parallèle florissante pour les entreprises et les courtiers liés au pouvoir. Puis, tout a changé en quelques heures. L'apparition de la flotte humanitaire sous mode, filmée en direct, a déchiré ce voile d'invisibilité. Les images des navires encerclés par l'armée israélienne ont envahi les écrans du monde entier, projetant la brutalité du blocus sous un jour cru. On a vu la disproportion des moyens, la peur et la détermination sur les visages, la diversité des volontaires venus de tous les continents. La symétrie du conflit est devenue indiscutable. La sous-mode a obligé le monde à affronter ce que la routine cherchait à dissimuler. La violence d'un système fondé sur la domination et la dépossession. Ce qui rend l'affaire sous-mode inédite, c'est l'émergence d'un acteur inattendu, la coalition One World. Issue d'une indignation globale, elle n'est ni une alliance militaire, ni un appareil d'État, mais un front moral réunissant associations, syndicats et citoyens d'horizons multiples. Leur message défie les frontières, les religions, les intérêts économiques. À l'impunité, ils opposent une unité éthique. Pour la première fois, un collectif international menace de répondre à Israël sur le terrain maritime, non pour conquérir, mais pour affirmer qu'aucun État, aussi fort soit-il, ne peut imposer sa loi sans rendre de compte. L'enjeu ne se limite plus à la mer de Gaza. Si l'on ignore ce basculement dans la perception mondiale, on laisse à la propagande officielle le monopole du récit et, avec lui, la légitimation d'un système où le profit justifie la souffrance humaine. Le blocus, présenté comme un impératif sécuritaire, masque une réalité plus vaste encore, le déploiement d'un capitalisme de guerre mondialisé où la puissance militaire protège les intérêts économiques et où la douleur devient une valeur d'échange. Prenons l'exemple des technologies de surveillance. Israël a développé, testé à Gaza, des drones capables de repérer des mouvements suspects dans des zones urbaines denses. Après validation opérationnelle, ces drones sont vendus à des dizaines de pays, Brésil, Inde, France, États-Unis. Chaque euro investi dans la recherche militaire est transformé en contrat commercial. De la même façon, les logiciels de reconnaissance faciale testés sur le terrain sont proposés aux polices du monde entier. Derrière les barbelés, les navires de guerre et les discours sécuritaires, se cache une mécanique implacable, l'économie de la guerre. Depuis plus de 16 années, chaque restriction, chaque crise, fait circuler de l'argent que personne ne veut interrompre. Chaque frappe, chaque destruction d'immeubles ou de centrales enclenche une mécanique perverse. La communauté internationale envoie de l'aide, promet la reconstruction. Mais où va cet argent? Les matériaux doivent obligatoirement passer par les points de contrôle israéliens, générant taxes, contrats de transit et profits pour les entreprises liées au blocus. Même l'aide humanitaire, censée alléger la misère, sert en fait un système où ceux qui verrouillent les accès encaissent les bénéfices. Un exemple concret, en 2014, après l'opération Bordure protectrice, plus d'1 milliard d'euros ont été promis pour la reconstruction de Gaza. Mais moins de 15% des matériaux sont arrivés dans la bande,
le reste étant bloqué, taxé ou réorienté vers des chantiers israéliens. Les sociétés de sécurité privées, qui gèrent les checkpoints, réalisent des profits records. Ce cercle vicieux dépasse largement les frontières d'Israël. Banques, sociétés de construction, entreprises de sécurité, groupes de médias, tous, d'une manière ou d'une autre, profitent de la perpétuation du statu quo. Les États occidentaux, tout en affichant de grands principes moraux, continuent de signer des contrats d'armement et de cybersécurité avec Israël, consolidant ainsi la pérennité du blocus. Les médias, eux, transforment le conflit en série à rebondissements, générant audience et recettes publicitaires. La stabilité du conflit fait vivre des industries entières. Pas de guerre, pas de marché pour les armes de pointe, pas de tests grandeur nature pour les dispositifs de surveillance, pas d'appel à la reconstruction. L'économie du blocus prospère sur la douleur, sa survie dépend du maintien du désastre. Pourtant, cette réalité se cache derrière les discours moraux et sécuritaires qui prétendent tout justifier. Ignorer la dimension économique du blocus, c'est devenir complice malgré soi. Nos impôts financent l'aide qui enrichit les gestionnaires du blocus, nos achats de technologies alimentent les profits de la surveillance, notre silence légitime la continuité du système. Comprendre ce mécanisme, c'est refuser d'être une pièce de la machine à souffrance rentable. Mais l'incident Sumod fissure cet équilibre cynique. Pour la première fois, l'indignation mondiale menace la stabilité du commerce autant que celle du pouvoir politique. Une lumière crue éclaire le blocus, risquant de briser la chaîne de profit si soigneusement entretenue. La question n'est plus simplement militaire ou humanitaire, elle devient existentielle pour tout un système. Le choc Sumod annonce une onde de rupture qui pourrait reconfigurer le rapport de force mondial, à l'instar du choc pétrolier de 1973 qui avait bouleversé l'économie occidentale. À quoi ressemble un monde où la peur ne verrouille plus le blocus, mais où l'opinion et l'action collective le défient ouvertement? Sous nos yeux, une fracture s'élargit. Un séisme politique et symbolique dont l'onde de choc dépasse la Méditerranée. Quand la flotte Sumod a capté l'attention planétaire, le récit occidental a vacillé, fissurant le monopole moral qui protégeait jadis le bloc dominant. Désormais, l'avenir n'est plus exclusivement façonné par les États et leurs armées. Une mosaïque d'acteurs imprévus s'impose. Jeunesse, médias alternatifs, société civile, pays du Sud global. Chacun revendique sa voix, ses images, ses indignations, redéfinissant la vérité dans l'espace public. Cette dynamique expose la vulnérabilité des institutions internationales. L'Organisation des Nations Unies chancelle, tout comme les puissances occidentales, incapables de verrouiller leurs récits sans contestation publique. La rupture du blocus agit comme un catalyseur. Un tumulte politique éclate. Alliances rompues, marchés affolés, diplomatie sur la défensive. Les anciens alliés se regardent avec suspicion, tandis que de nouvelles coalitions pragmatiques et anti-impériales émergent, libérées des dogmes d'hier. Même éphémères, elles prouvent que les sociétés peuvent s'unir pour défier le statu quo, quitte à chambouler l'ordre du jeu mondial. En quelques jours, la peur a changé de camp. Ce ne sont plus les peuples ni les activistes qui redoutent l'isolement, mais les institutions elles-mêmes qui craignent la perte de leur autorité. Le cœur du capitalisme de guerre, fondé sur le contrôle de l'information et des ressources, vacille sous la pression d'une résistance transnationale. Les marchés, généralement insensibles à la contestation morale, s'affolent. La spéculation s'emballe, les investisseurs fuient, et la crédibilité des démocraties occidentales se fissure au grand jour. La multiplication des voix et des mobilisations citoyennes prouve qu'aucun blocus, aussi raffiné soit-il, ne résiste longtemps à l'inventivité collective. Derrière le chaos apparent, une opportunité émerge. Inventer une éthique mondiale où la solidarité prévaut sur la logique du profit. Mais la transition est périlleuse. L'aveuglement des puissants risque d'entraîner instabilité générale, crises économiques en cascade et défiance durable envers la démocratie. Le monde hésite entre l'effondrement et l'espoir d'un renouveau éthique. La question n'est plus « qui détient la force ?» mais « qui incarne la justice ?» Dans ce vide d'autorité, chaque individu, chaque société doit choisir son camp.
Mais ce choix n'est pas neutre. Il engage la responsabilité morale et l'avenir collectif. L'onde de choc n'a pas fini de secouer les certitudes. Face à une guerre qui enrichit certains, comment ne pas rester simple spectateur? L'enjeu est brutal. L'inaction revient à cautionner. Refuser ce rôle passif, c'est déjà commencer à rompre le cercle de la complicité. Première étape. S'informer différemment. Les récits officiels masquent souvent les réseaux d'intérêts économiques. Aller au-delà des médias dominants, soutenir la presse indépendante, c'est se donner une chance d'échapper à la manipulation. Chaque abonnement, chaque article d'investigation partagé, fissure un peu plus le mur de l'impunité. Voici des pistes concrètes. Abonnez-vous à des médias comme Mediapart, The Intercept ou Democracy Now! Participez à des webinaires d'ONG reconnus, tels qu'Amnesty International ou Human Rights Watch. Soutenez des journalistes locaux qui risquent leur vie pour documenter la situation sur place. Ensuite, il faut exiger la transparence. Nos impôts financent parfois la guerre, dissimulés derrière le mot « sécurité ». Posez des questions à vos élus, réclamez des comptes, signez des pétitions, lancez des campagnes citoyennes. Le boycott, la pression sur les entreprises complices ou profiteuses du blocus sont des leviers réels. Ils ont déjà fait leurs preuves. Le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions, BDS, a provoqué en 15 ans l'annulation de plus de 100 contrats majeurs dans les secteurs de la technologie, de l'agroalimentaire et de la construction. En Afrique du Sud, la pression citoyenne avait permis le retrait d'investissements étrangers, accélérant la fin de l'apartheid. La solidarité ne connaît pas de frontières. Aujourd'hui, des collectifs, réseaux sociaux et actions coordonnées tissent une force transnationale. Rejoindre ou soutenir ces mouvements, c'est peser sur l'équilibre mondial. Chaque voix, chaque mobilisation, chaque euro versé à une cause juste compte dans la bataille du récit. Informer, relayer, relier les luttes. La légitimité se dispute aussi sur les réseaux, dans les discussions, dans la façon dont on parle de Gaza et du blocus. Ce n'est pas qu'une question de politique étrangère, c'est une question de valeur, de justice, d'intégrité. Il faut apprendre à démasquer les faux arguments sécuritaires. Les discours qui justifient l'enfermement d'un peuple au nom de la sécurité occultent les intérêts industriels et financiers. Comprendre cette mécanique, c'est pouvoir la dénoncer, l'attaquer, la briser ensemble. Rester passif, c'est accepter que la souffrance soit rentable, que la justice se vende. Mais agir, c'est retrouver sa place dans la conscience collective. C'est refuser un monde où le profit efface la morale. Le dernier mot n'appartient pas aux puissants. Il revient à celles et ceux qui osent imposer une autre logique, une mémoire nouvelle, un avenir différent. Mais comment cette prise de conscience s'incarne-t-elle, concrètement, dans l'histoire récente? Le cas de la flotte Sumod révèle que ce choix n'est plus abstrait. Il prend corps. Il bouscule l'ordre établi. Regardons ce qui s'est passé après l'incident. Dans les universités, des assemblées générales de soutien à la Sumod ont été organisées dans plus de 30 pays. À Paris, 6000 personnes ont défilé devant l'ambassade d'Israël. À Londres, le Parlement a été interpellé par un groupe de députés multipartites exigeant la suspension des ventes d'armes. Au Canada, la municipalité de Vancouver a voté une motion de solidarité avec Gaza, rompant avec la ligne fédérale. Ces actes, même symboliques, créent des précédents. L'histoire ne retiendra pas seulement la force, mais la justice. Car lorsque le monde chancelle, c'est notre discernement, nos choix et notre capacité à agir qui façonneront la mémoire collective et détermineront notre avenir commun. L'affaire Sumod n'est pas un simple affrontement militaire ou diplomatique. Elle révèle une vérité que beaucoup préféraient taire. Le blocus de Gaza, loin d'être un simple outil de sécurité, dévoile la mécanique glaciale d'un capitalisme de guerre où l'humain n'est qu'une variable, et la souffrance un levier de profit. Chaque navire intercepté, chaque cargaison saisie, chaque voix réduite au silence, signale non seulement une impasse morale, mais aussi une chance historique. La résistance transnationale qui s'organise n'est pas une menace abstraite ou idéologique. Elle incarne la volonté de soustraire la justice à l'arrogance des puissants et de rappeler que la force, sans éthique, finit toujours par se retourner contre elle-même.
Dans ce combat, nul n'est spectateur innocent. L'indifférence alimente un système où la guerre devient marché. S'informer, refuser la désinformation, agir, ce n'est pas s'opposer à un État ou à une politique particulière. C'est refuser d'être le complice passif d'une économie où l'injustice s'achète et se revend. Le risque n'est plus seulement géopolitique. Il est moral, il est existentiel. Le monde bascule. Choisir son camp, c'est choisir l'humanité que l'on veut léguer. La réputation morale des sociétés occidentales, leur influence réelle, leur sécurité même, repose désormais sur la capacité de leurs citoyens à refuser la normalisation d'une force rentable. Car, au bout du compte, que restera-t-il de notre civilisation si elle accepte que la souffrance d'autrui serve de socle à sa prospérité? Il ne s'agit plus seulement de politique étrangère, mais d'un test fondamental de notre humanité. Allons-nous accepter que la voie de la justice soit noyée sous le tumulte des armes et des profits, ou serons-nous de ceux qui ont osé dire non? Il faut rompre le cercle vicieux qui transforme les conflits en dividendes et les victimes en chiffres sur un bilan. Indigner ne suffit plus, il faut agir, soutenir les initiatives citoyennes, relayer l'information indépendante, exiger des comptes à nos élus, refuser la complaisance des multinationales qui profitent de ce système. Chaque geste compte, chaque prise de parole fissure un peu plus le mur de l'impunité. Ce qui se joue dépasse Gaza, Israël ou même la Méditerranée. Il s'agit de notre rapport à la vérité, à la justice, à la dignité humaine. L'irruption de la flotte Sumud dans l'histoire rappelle que la légitimité ne s'impose ni par décret, ni par la force, mais se gagne par le courage de s'opposer à l'ordre établi, surtout quand il trahit ses propres principes. Si nous voulons un monde où l'éthique n'est pas un slogan et la paix plus qu'une pause entre deux marchés d'armes, il faut refuser la banalisation de la guerre rentable. Refuser d'être les héritiers passifs d'un système bâti sur la douleur, c'est proclamer que la justice n'est pas négociable. Le choix est là, devant chacune et chacun. Il n'est jamais trop tard pour agir. L'histoire nous observe. Serons-nous les gardiens silencieux d'une économie de la violence ou les artisans d'une solidarité qui traverse les frontières? Ne restez pas au seuil de l'histoire. Franchissez-le. Informez-vous. Partagez. Agissez. La vague Sumud n'est pas un épiphénomène. C'est un tournant, une invitation à faire de la justice une cause commune. Si nous répondons à cet appel,